La leçon d'aujourd'hui, donc, dans le cadre des structures de données et techniques de programmation, concerne les structures. Bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui d'un pilier de la notion de stockage de données et de stockage de l'information. On avait parlé de l'organisation des données sous forme de champs, d'enregistrement et de fichiers. Maintenant, on va parler comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette notion d'enregistrement. C'est ce qu'on appelle les structures. Alors, nous allons voir donc les structures en langage C, les structures ou les enregistrements. Nous allons voir les unions, donc c'est une notion qui est proche aux structures, avec une petite différence au niveau de l'implémentation mémoire. Donc cette leçon va s'articuler autour des structures. On va voir comment est-ce qu'on va déclarer les structures, comment est-ce qu'on va les manipuler, comment est-ce qu'on va accéder aux différents champs, donc leur mise en œuvre, et puis nous allons voir comment est-ce qu'on peut utiliser aussi les unions. Alors tout d'abord, les structures sont définies comme étant un type. Un enregistrement, c'est un type de données qui est défini par l'utilisateur. Quand on parle d'un type de données, c'est-à-dire c'est un ensemble d'informations pour dire à l'ordinateur, voilà à quoi ça ressemble les objets que je vais déclarer de ce type. Donc c'est une abstraction. En fait, c'est une sorte de moule pour indiquer voilà à quoi ça ressemble ma structure. Alors, quand on parle par exemple de produits ou d'articles, un article, c'est un ensemble d'informations. En l'occurrence, ici, vous avez le code, la désignation, le prix unitaire et la quantité. Chaque information, le code, c'est un entier. Désignation, c'est une chaîne de caractères. En fait, c'est un tableau de caractères. Et le prix unitaire, c'est un nombre réel, flottant. Et la quantité, c'est un entier. Là, je déclare un type de données abstrait. C'est une pure abstraction qui veut dire, voilà un article, à quoi ça ressemble. Alors maintenant, est-ce que j'ai vraiment un article? Ça, ce n'est pas maintenant que je dois le faire. C'est au niveau de la déclaration de variables. Alors, généralement, la structure d'une structure, donc la déclaration d'une structure se fait avec le mot clé struct et le nom de la structure. Et puis, chaque champ, on a un ensemble d'informations qu'on appelle les champs, chaque champ avec son type. Alors, les champs peuvent être plusieurs, donc je peux regrouper un certain nombre de champs, plusieurs champs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les types, en fait, sont divers. Je peux avoir donc plusieurs types. Alors évidemment, les types, je dois les avoir déjà déclarés. Je peux avoir un type simple, un entier, int, etc., comme je l'avais vu tout à l'heure. Mais je peux avoir aussi une structure à l'intérieur, comme un type. Mais auparavant, il fallait déclarer ce type. J'ai dit que les structures sont la déclaration du type, c'est une entité qui est abstraite. La seule chose qui existe réellement, ce sont les variables. Donc il faut déclarer des variables de type structure. Alors par exemple, là, je déclare une variable TV qui est de type struct article. Je suis obligé d'utiliser ici le mot-clé struct, de le réutiliser parce que le type défini ici, ce n'est pas article, mais c'est struct article. La seule chose qui existe ici, c'est une variable TV qui est de type struct article, que je peux manipuler. Alors, au niveau de la mémoire, ça se présente comment? Ça se présente tout simplement comme une réunion, j'allais dire, des différents champs. Chaque champ, il prend un certain espace mémoire. Donc, l'allocation faite par le compilateur se présenterait comme ceci. Donc vous avez une partie qui est réservée pour le code, une partie pour la désignation, une partie pour le prix unitaire, une partie pour la quantité. Et là, vous voyez que chaque partie ou chaque champ, en fait, il a besoin d'un certain nombre d'espaces ou de mots mémoire. Et ce nombre, il est défini en fait par le type qu'on a donné tout à l'heure. Et tout cet espace, en fait, c'est alloué pour TV. Ce n'est pas toujours vrai en fait, parce qu'il y a un certain nombre de compilateurs qui vont, pour un certain nombre de raisons, qui vont allouer non pas des espaces contigus, mais des espaces avec des petits creux à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un problème c'est un problème d'adressage, un problème d'alignement. Donc
pour aligner correctement les déclarations, eh bien, il y a un certain nombre de compilateurs peuvent créer des petits espaces. C'est-à-dire, là, le code, on lui réserve un espace, mais désignation, au lieu que ça commence vraiment ici, eh bien, elle commencera là. Alors, c'est quoi ces problèmes d'alignement? Ben, il y a des compilateurs qui ne commencent la réservation qu'à partir, par exemple, d'une puissance de 2, à partir de 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6. Donc, si la fin d'un champ ne coïncide pas avec une puissance de 2, eh bien, il y a un espace qui est laissé pour amorcer une autre allocation d'un autre champ. Mais ça, c'est quelque chose qui est décrit au niveau interne de la machine. Ce n'est pas à nous, en tant que programmeurs, de nous soucier de ces petits problèmes de réservation mémoire, tout en sachant évidemment que ça se présente comme ceci. Alors, on a défini tout à l'heure un type qui s'appelle struct article. On peut définir le type article tout court, mais dans ce cas, on doit définir l'aide du mot-clé typedef, un nouveau type qui s'appelle article. Mais pour cela, on définit le type normalement, c'est struct, quelque chose et ce quelque chose. Généralement, on met le même type avec un sous-tiré pour le différencier, avec les champs, comme tout à l'heure, et puis on met article. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le typedef, il va tout simplement donner le même nom de cette structure. Le nom de cette structure, il va donner donc le même nom à article. Autrement dit, j'ai le même type article et struct article. Si vous voulez, article est équivalent à struct article. Et dans toute la suite, eh bien, je peux utiliser, au lieu de struct quelque chose, je peux utiliser tout simplement le article. Ça, c'est quelque chose qui est très, très courant. Donc, on utilise un typedef avant de définir un type. Là, j'ai deux variables de ce type, tv, comme on a vu tout à l'heure. Je peux définir, par exemple, un pointeur d'un type. Un pointeur, donc, c'est tout simplement une adresse sur une zone qui peut contenir un article. Je dis bien qui peut contenir. A priori, il ne contient pas un article pour le moment. Là, c'est juste la déclaration d'une variable qui peut contenir une adresse, mais on reviendra évidemment sur la notion de pointeur plus en détail. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut accéder aux différentes informations constituant un type? Donc un type, je dis bien un type, c'est une structure, un enregistrement. Comment est-ce que je peux accéder aux différentes informations? On a deux façons de le faire. C'est la première façon pour accéder à un champ, c'est évidemment un champ de quoi? C'est un champ d'une variable. Je ne peux pas accéder à un champ d'un type. Un type, ça n'a aucune existence, donc c'est une variable. Je peux utiliser donc la notation pointée. Alors que ça veut dire la notation pointée, je peux utiliser tout simplement un point. Tout à l'heure, on avait une variable tv qui avait un certain nombre d'informations de champs, dont la désignation, le prix unitaire, etc. Eh bien, je peux accéder, et le code, je peux accéder par exemple au champ qui s'appelle ici code, de cette façon. Donc j'ai tv.code égale, donc c'est une affectation, cette valeur, donc le code de tv. Je peux aussi accéder à la désignation, donc là, on verra que pour les chaînes de caractères, il faut utiliser une fonction string copy, si on les déclare comme étant les chaînes de caractères, on verra un peu quand on parlera des chaînes de caractères, qu'il y a des fonctions spécifiques pour faire de l'affectation pour les chaînes de caractères. Là, je peux affecter au champ de désignation cette valeur, TV 29 pouces par exemple. Voilà, donc je peux avoir une notation ponctuelle. Là, je peux accéder aux champs qui sont là et mettre la valeur exactement de TV, la valeur du code, je peux la mettre ici. Alors quand je mets la désignation, évidemment, dans la partie désignation, il y a la valeur. Maintenant, une autre façon d'accéder, c'est d'accéder via un pointeur ou via une variable adresse. Alors, si vous prenez par exemple ici, vous avez TV qui était une variable, je peux créer un pointeur qui pointe sur TV. Autrement dit, une variable qui a l'adresse de une variable qui a l'adresse de TV et peut accéder directement à TV en lecture, mais aussi en écriture. Bon, c'est l'un des points forts du langage, en fait, de la manipulation des pointeurs, mais c'est aussi l'un des points faibles parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut, en termes de sécurité, qu'on peut ne pas garantir.
Alors, si vous prenez par exemple, dans cet exemple, vous avez P qui accède, c'est un pointeur sur le premier élément, en fait, un pointeur sur TV. Ben, je peux changer le prix unitaire, par exemple. Hein, donc, P point le prix unitaire, c'est 989,50 € par exemple. Mais attention, ce n'est pas point, c'est une flèche. Parce que le pointeur, si je veux l'utiliser, je dois écrire normalement ceci. Étoile P pour accéder au même titre que TV à cet enregistrement. Et si je veux accéder au champ, c'est une notation ponctuelle pointée comme tout à l'heure. Je peux remplacer, parce que c'est relativement lourd, je peux la remplacer par une flèche. Autrement dit, cette ligne-là et cette ligne-là sont identiques. Donc je peux accéder par notation ponctuelle ou par notation fléchée à un champ d'une structure donnée. Maintenant, on a vu comment est-ce qu'on peut déclarer une structure, on a vu comment est-ce qu'on peut accéder à un champ. Maintenant, comment est-ce qu'on peut manipuler toute la structure, donc la structure en sa totalité. Eh bien, en sa totalité, généralement, on la manipule champ par champ, mais parfois, on peut, par exemple, on peut faire de l'affectation de la structure. Hein. Donc, on peut, par exemple, recopier une structure dans une autre. Si je prends un article A, hein, que je veux copier dans un article copie, donc je suppose que j'ai des choses dans l'article A, je veux le copier dans un article copie, je peux écrire une affectation normale, copie égale à A, autrement dit, j'aurai deux variables, A et copie, qui ont la même structure avec les mêmes valeurs. Donc je peux faire de l'affectation. Maintenant, quand j'utilise une structure à l'intérieur d'une fonction, à l'intérieur d'une fonction comme paramètre, aux valeurs de retour ou à l'intérieur de la fonction, bon, il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Hein, donc on ne va pas aller directement comme on l'a fait. Généralement, dans le cas général, on a quand on utilise des fonctions avec des structures ou avec des enregistrements, on essaie au maximum de travailler sur des pointeurs sur les enregistrements et non les enregistrements eux-mêmes. Bon, ça se comprend si on regarde un peu pour les paramètres. Pour les paramètres, vous savez que dans la leçon précédente, on avait parlé des fonctions. Et quand on passe des paramètres, en fait, il y a une copie dans la pile d'exécution. Il y a une copie de tous les paramètres. Alors on imagine bien que si vous avez une structure qui est énorme, une structure avec un certain nombre de champs, la copie de toute la structure sur la pile, ça peut poser quelques problèmes au niveau de la pile. Donc on préfère plutôt copier juste un pointeur sur la structure en question. Bon, c'est le même problème pour les tableaux. On aimerait plutôt avoir à copier, non pas tout le tableau, mais une partie, mais on reparlera quand on parlera des tableaux. Donc, généralement, quand vous passez en paramètre un article, passez plutôt un pointeur sur un article. Hein. Alors, la manipulation qui est faite, en fait, au lieu d'utiliser P point, la notation pointée, on utilisera la notation fléchée. Par exemple, là, pour calculer le prix hors taxe d'un article, hein, le prix hors taxe d'un article avec une quantité achetée, donc on connaît le prix hors taxe, le prix unitaire. On veut calculer le prix hors taxe quand on achète 3 ou 4 ou 5 unités de cet article. Eh bien, ça retourne un float qui est tout simplement le prix unitaire de chaque article multiplié par la quantité. Alors, attention, P, c'est un pointeur. Je peux accéder à un champ en utilisant la notation fléchée. Notation fléchée, c'est en fait le tiré et le supérieur, le moins et le supérieur. Donc P flèche préunitaire, ça, c'est le champ préunitaire. C'est l'information préunitaire de quoi? De la structure qui est pointée par P. Le étoile qui est là, vous avez, si vous regardez cette fonction, vous avez ce étoile-là et ce étoile-là, ils n'ont aucune relation. Celui-là, il veut dire l'adresse, il veut dire un pointeur, alors que celui-là, c'est un opérateur de multiplication. Donc faites attention quand vous manipulez ces choses-là. Voilà. Généralement, donc, les structures sont manipulées par adresse lors des appels de fonctions. Bon, évidemment, la plupart des compilateurs vous le diront, hein, passez plutôt un pointeur sur une structure, mais il y a des compilateurs qui ne vous le diront pas et ils acceptent de passer par adresse. Hein, en fait, c'est un passage par adresse les structures.
on va maintenant passer, non pas, enfin tout à l'heure on a parlé des arguments, des paramètres, maintenant on va regarder les types de retours. Alors, qu'est-ce qu'on peut retourner? Alors, est-ce qu'on peut retourner, par exemple, un article? Imaginez que je veux saisir les informations concernant un article, donc la désignation. L'utilisateur va me donner la désignation que je peux mettre dans l'article en question. Et puis, une fois que j'ai rempli la désignation, le prix hors taxe, la quantité en stock, le code, etc., eh bien, je peux la mettre, enfin, je peux la renvoyer par un return ici. Donc, je peux la renvoyer à travers la fonction. En fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Si vous voulez renvoyer un article, ben, plutôt renvoyer un pointeur sur cet article. Il est généralement possible de déclarer une structure, mais aussi de donner un certain nombre de valeurs initiales à cette structure. Donc il est possible d'initialiser dès le départ une structure. Alors ça va se faire généralement de la façon suivante. Donc au moment de la définition, à l'aide d'une liste de valeurs entre accolades. Autrement dit, on fait la définition, mais on ajoute tout simplement une liste de valeurs qu'on va donner à la structure, champ par champ, des valeurs. Alors, si je prends par exemple une structure, ici j'ai la structure date. Donc une date, elle est définie par le jour, le mois et l'année. Remarquez que ici j'ai jour, mois et année sont du même type. Je peux ne pas recommencer le type int, donc pour tous les champs, un entier. Et aujourd'hui ici, ce n'est pas un type, c'est une variable. Je n'ai pas un type def ici qui me définit un autre type qui s'appelle aujourd'hui. Non, j'ai une variable qui s'appelle aujourd'hui que je peux initialiser dès le départ. Aujourd'hui, on est le 8/7/2004, par exemple. Ou bien aujourd'hui, on est un autre jour. Eh bien, on mettra dès le départ, ces valeurs-là, 8 dans le jour, 7 dans le mois et 2004 dans l'année. Alors, c'est quelque chose qui peut nous servir pour un certain nombre de choses. On peut parler des jours, on peut parler des dates, on peut parler d'un certain nombre d'informations qu'on est obligé d'initialiser dès le départ, puis éventuellement de changer après. Cela veut dire qu'on peut évidemment les changer. Parfois, on peut aussi déclarer des structures sans aucun nom. Tout à l'heure, on avait une structure date qui spécifie la date, mais on peut avoir une structure sans nom. Donc, une structure anonyme peut être déclarée de la façon suivante. Voilà, vous avez... Enfin, de la façon suivante, on a vu tout à l'heure une structure date dont l'existence, en fait, elle est liée à la variable qu'on avait déclarée qui était aujourd'hui. Donc après, je ne peux pas l'utiliser comme structure, comme type. Je peux utiliser la variable, mais pas comme type. Donc en fait, on a vu tout à l'heure une structure anonyme. Alors je la redonne ici. Vous avez la structure date avec une variable. Et la structure date ici, elle n'est plus utilisable après. Si je veux déclarer, par exemple, une autre variable qui s'appelle demain, je suis obligé d'écrire struct, date, etc., date, et une variable qui s'appellera demain. Donc en fait, le type est perdu après la déclaration. Une fois qu'on a déclaré un type sans nom, eh bien, il va servir juste pour la variable en question, mais après, il est perdu. Bon, c'est généralement pas pratique, à moins que, pour une utilisation particulière, on a besoin qu'il n'apparaisse pas après. Alors, par exemple, là, j'initialise la variable, non pas le type, attention, et je peux changer, par exemple, par une notation ponctuelle, un champ particulier. Le jour, par exemple, il est, au lieu que ça soit 8, ça serait 9. On peut... Bon, on avait un certain nombre de choses pour manipuler les champs, pour manipuler les structures et les champs de ces structures. On peut, dans un certain nombre de cas, utiliser des champs, non pas des champs de type quelconque, mais des champs de bits. Donc c'est pour des raisons d'économie au niveau de la mémoire. On peut dire que les champs, au lieu que ce soit des chaînes de caractères qui prennent beaucoup d'espace, au lieu que ce soit des flottes qui prennent beaucoup d'espace, des entiers, etc., j'ai besoin d'un seul bit, de 2 bits, de 4, de 5. Donc je peux déclarer des structures avec des champs qui sont formés de champs de bits. Je peux, par exemple,
spécifier une date sous cette forme-là. Vous avez ici le jour, ce n'est pas un entier, mais c'est sur 5 bits au lieu de 32 bits. Je n'ai pas besoin de plus, je sais que 5 bits me suffiront pour spécifier le jour. 5 bits me suffit pour 5, c'est suffisant pour avoir des nombres entre 1 et 31. J'ai besoin de 4 bits pour spécifier, pour représenter les mois entre 1 et 12. Je n'ai pas besoin de 32 bits. Et j'ai besoin de 11 bits pour les années. Évidemment, là, c'est une petite restriction parce que là, il faut utiliser 11 bits pour représenter toutes les années. Mais en fait, là, je gagne beaucoup d'espace en spécifiant les bits. Et je peux avoir cette déclaration. On avait parlé au départ, quand on avait présenté le langage C, que c'était un langage système. Et on avait parlé d'un certain nombre d'opérateurs qui sont les opérateurs de décalage, les opérateurs de... On travaillait avec les champs de bits. Là, on voit bien que on peut... Et ici, au niveau des structures, on peut aussi travailler avec des champs de bits. Alors, la taille du champ doit résider dans la déclaration, évidemment. Je ne peux pas dire c'est un champ de bits et c'est tout. Je dois spécifier c'est 5, c'est 4, c'est 11 pour indiquer le nombre de bits que je vais réserver. Maintenant, une fois qu'on a déclaré, eh bien, une fois qu'on a déclaré les structures anonymes ou structures définies par un type def, donc par un nouveau type, une fois qu'on sait maintenant comment est-ce qu'on peut accéder à un champ particulier, soit à travers une variable et donc d'une façon ponctuelle, une variable simple, donc d'une façon pointée, ou bien à travers un pointeur, donc une adresse, mais d'une façon avec une flèche, d'une façon pointée, eh bien, on peut maintenant regarder, et cette dernière partie, la relation entre les structures et les pointeurs. Alors, c'est quelque chose qu'on reverra tout au long de notre cours sur les structures de données. Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe et surtout des problèmes de notation. Parce qu'au niveau de l'implémentation, au niveau de la mémoire, etc., on reviendra au fur et à mesure des différentes leçons. Mais au niveau de la notation, je pense qu'il faut insister sur un certain nombre de choses ici et qu'il faut bien maîtriser. Alors, tout d'abord, quand vous déclarez à l'intérieur d'une structure, ça on ne l'a pas fait dans les exemples qui ont précédé, on peut déclarer un champ de type pointeur. Comment on accède à ce champ lui-même? Donc d'abord, quand vous déclarez quelque chose de type pointeur, c'est quelque chose qui est fixe. Et on peut même déclarer, et là vous voyez bien, j'ai deux champs, suivant et valeur. Donc, j'ai, par exemple, un ensemble d'informations, une liste de numéros qui indique, par exemple, pour mettre en avant l'exemple qu'on a déjà vu, donc un vendeur qui sert un certain nombre de clients, et le vendeur, il a une liste de numéros. En fait, il a un numéro, et puis le numéro correspond donc à un client, et ce client, il a un numéro qui correspond au suivant, qui correspond au suivant, qui correspond au suivant, ainsi de suite. Chaque client, eh bien, il a une information qui est en fait son numéro et le suivant auquel il doit pointer. On reviendra sur cette notion de liste. Mais là, juste au niveau de la déclaration, qu'est-ce que j'ai? Type def, donc je définis un autre type qui s'appelle cellule, qui est exactement le même que struct cell. Donc une cellule, c'est défini par suivant. Suivant lui-même, il est de type struct cell étoile. Si j'avais oublié ce étoile, eh bien, le problème se sera posé. À qui? Il sera posé au compilateur. Le compilateur ne saura pas quelle est la taille de struct cell. Struct cell, on est en train de la définir. Comment il va savoir que sa taille est telle pour définir la taille du champ suivant? Donc ça peut poser un problème si jamais j'oublie ce étoile. Mais quand je le mets, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le compilateur, il connaît exactement la taille d'un pointeur. Que ce soit un pointeur sur une cellule, ou un pointeur sur un entier, ou un pointeur sur un réel, c'est toujours la même chose. C'est généralement un mot de la mémoire, et il connaît exactement la taille. Donc quand vous faites ça, il connaît la taille du suivant. C'est ce qui l'intéresse. Pour faire de l'allocation en mémoire au départ, statique, eh bien, il a besoin tout simplement de la taille de chaque champ. Il a la taille du champ suivant parce que c'est le même pour n'importe quel pointeur. Il a la taille de valeur et ça marche.
on peut avoir des choses comme ceci. Alors ça se présenterait un peu, et là on ne va pas rentrer dans les détails des listes, hein, parce qu'on en reparlera, mais cette notion de pointeur est utilisée à l'intérieur d'une structure. Si vous regardez ici, donc j'avais défini un nouveau type qui s'appelle cellule. Je peux définir des variables. Ici, j'ai deux variables, tête et cell. Donc, c'est une cellule. Et là, c'est la tête de liste qui va contenir une liste de cellules. Chaque cellule, elle a un numéro, et puis la cellule suivante. Numéro de la cellule suivante. Alors, je peux me présenter la chose comme ceci. Vous avez ici une cellule. C'est un enregistrement, une structure, avec une information concernant le nombre et une information concernant le pointeur sur quelque chose, hein, sur le suivant. Quand je fais ECL, donc la variable, point valeur égale à 5, j'affecte la valeur 5 à ce champ-là. Au départ, quand je déclare tête comme étant un pointeur sur cellule, je n'ai pas cette flèche. Cette flèche n'existe que lorsque je fais cette affectation. Alors, cette affectation, on verra qu'on a un opérateur spécifique qui permet de donner l'adresse de quelque chose. Et l'adresse ici de cell, de la variable cell, va être affectée à tête. Autrement dit, dans tête, j'aurai l'adresse de cette cellule. Une fois que j'ai fait cette affectation, eh bien, j'ai un pointeur sur un cell, donc une adresse ici. Maintenant, je peux manipuler à travers ce pointeur, je peux manipuler les deux champs. Je peux manipuler le champ qui est là en écrivant par exemple tête flèche valeur égale à 10, mais je peux aussi manipuler ce champ qui est le champ suivant. On a un champ qui s'appelle valeur et un champ qui s'appelle suivant. Comment est-ce que je peux le manipuler? Tête, le suivant, tête, flèche. En fait, ça ne fait plus référence à la variable tête, mais ça fait référence à la variable pointée, autrement dit, cette structure. Et quand je spécifie suivant, ça veut dire ce champ-là. Quand je dis que c'est égal à nul, nul c'est une valeur spécifique, généralement c'est une valeur égale à 0, hein, c'est une adresse nulle, eh bien, ça veut dire que quand j'écris ceci, ça veut dire que je vais mettre ici la valeur nulle. Généralement, ça je le fais quand on a terminé la liste. Et on le représente généralement par quelque chose comme ceci, par une petite barre inclinée pour indiquer que c'est la valeur nulle. Je dis bien, on reviendra sur ces valeurs, la valeur nulle et tous ces problèmes de chaînage. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on a une structure et un certain nombre de champs, y compris un champ qui est un pointeur sur la même structure. La définition de la structure, elle est unique, c'est la même. Mais je peux avoir plusieurs variables et je peux avoir des pointeurs sur ces variables. Ça veut dire quoi, grosso modo? Quand je dis que je peux avoir plusieurs variables, je peux avoir quelque chose qui ressemble à cela. Dans le programme que je vous présente, évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas à mettre en avant. Au fur et à mesure, on les comprendra bien. Mais évidemment, il faut les présenter de cette façon. Je m'explique. C'est-à-dire ici, j'ai une boucle, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on reviendra sur de quoi il s'agit. Ici, j'ai un certain nombre de choses, par exemple malloc, on va dire c'est de l'allocation mémoire sans aller plus loin. Hein. Donc on va supposer qu'on comprend que quand je dis malloc, ça veut dire que je demande au compilateur de me réserver un petit espace mémoire. Et puis les autres, je pense qu'on peut les comprendre tout de suite, hein, parce qu'on a des idées. Alors, regardez ici. Ce programme que vous écrivez pour l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend, ici vous avez une boucle, il demande à l'utilisateur une valeur, donc vous avez scanf, il demande à l'utilisateur selon un format, donc une valeur décimale, qu'il met dans V. Hein. Remarquez ici que c'est un passage par adresse, parce que la valeur V doit changer après avoir demandé V doit changer de valeur après avoir demandé cette valeur donc à l'utilisateur. Je demande une valeur, tant qu'il me donne des nombres, ce sont les nombres de tout à l'heure, hein, de la structure de tout à l'heure. Il me donne des nombres, moi je construis une structure ECL. Il me donne un nombre, une structure ECL. Et puis je les chaîne
la première, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Alors, j'aurai quelque chose qui ressemblerait à ceci. C'est-à-dire, l'utilisateur m'a donné des nombres 32, 18 et 25. Dans cet ordre. Le premier, c'est celui-là, puis après, puis 18, puis 25. Alors maintenant, comment est-ce que je fais pour chaîner ces choses-là? Eh bien, tout d'abord, je vais créer, ici, je vais créer un nœud. Donc ici, une cellule. Quand il me donne un nombre, je crée un nouveau cellule, une nouvelle cellule. Alors, nouveau, je lui réserve de l'espace. On reviendra sur cette réservation de l'espace. La réservation de l'espace, c'est que quand j'ai un nouveau qui est en fait un pointeur, il ne pointe sur absolument rien. Et il n'a même pas d'espace sur lequel pointer. En fait, généralement, il pointe sur nul. Eh bien, je lui réserve de l'espace. Ça ne fait pas partie de notre propos tout de suite. Maintenant, nouveau, ça pointe sur cette partie-là. Je peux lui affecter la valeur qui a été donnée par l'utilisateur, en l'occurrence ici 25. Et la valeur du suivant, le suivant, c'est cette flèche-là. C'est quoi? C'est la valeur qui était au départ, qui pointait, tout à l'heure, tête pointée sur 18. Tout à l'heure, tête pointée sur 18. Maintenant, je veux que celui-là, il pointe sur la même chose. C'est le sens de cette affectation. Celui-là, c'est-à-dire le suivant, pointe sur la même chose que tête. Suivant pointe sur la même chose que tête. On reviendra sur ces affectations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nouveau, c'est un pointeur sur cette structure. Et suivant, c'est un champ. Il est utilisé en tant que champ, même si lui-même est un pointeur. Donc là, on reviendra un peu en détail. Mais ce qu'il faut apprendre ici, c'est comment accéder à un champ particulier. En l'occurrence, la particularité ici, c'est le pointeur. Eh bien, la manipulation des pointeurs, en fait, on peut l'utiliser pour insérer des choses dans une liste. On peut l'utiliser pour, si on a déjà construit la liste en question, eh bien, je peux la décrire une fois qu'on l'est. Par exemple, je veux afficher les valeurs que j'ai. Donc, vous avez la liste qui est là. Eh bien, je veux afficher les valeurs. Qu'est-ce que je fais? Je vais déclarer un pointeur P. Et au départ, je l'initialise à tête. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire P égale à tête? Ça veut dire tout simplement que dans P, c'est une adresse, il y a la même adresse que tête. Autrement dit, les deux pointent sur la même chose. Et au départ, ils pointent sur la même chose. Et après, on va le faire évoluer pour qu'il pointe sur chaque chose. Et à chaque moment, je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et je l'affiche à l'écran. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, je l'affiche à l'écran. Évidemment, je peux faire autre chose si je veux. Au lieu d'afficher, je peux faire autre chose. Alors, par exemple, là, ce qu'il y a à l'intérieur de cette cellule, c'est quoi? C'est P flèche valeur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, si je veux l'afficher, je peux l'afficher par printf à l'aide de du format qui est là. Et je passe au suivant. Au suivant, c'est-à-dire à celui-là. Hop. P n'est plus ce qui était avant, mais c'est ce qui était avant, flèche suivant. Parce que le flèche suivant, c'est celui-là. Autrement dit, maintenant, P et le flèche suivant, c'est le même pointeur. Autrement dit, ils pointent sur la même chose. Je dis bien P et ce pointeur-là pointe maintenant sur la même chose. Je recommence. Est-ce qu'il y a un arrêt de la boucle? Oui ou non? Un arrêt lorsque P est différent de nul. Différent de 0, différent de nul, c'est exactement la même chose. Lorsque P est égal à nul, c'est un arrêt. P n'est pas égal à nul parce que je ne suis pas arrivé à la fin. Donc je continue. Je continue. Et là, P n'est pas encore à la fin. Je peux afficher et passer au suivant. Mais quand je passe au suivant, puisque le suivant il est égal à nul, la boucle s'arrête et j'aurai affiché le tout. On voit bien comment est-ce qu'on peut manipuler donc une structure qui compose à l'intérieur un certain nombre de champs, notamment dans des champs pointeurs. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais je vous dis tout de suite qu'en fait il y a un certain nombre de difficultés ici qu'on va reprendre, en fait quand on parlera des listes chaînées, on va reprendre et reprendre. C'est une bonne introduction pour les structures, mais aussi pour les pointeurs qu'on verra après. Alors, je peux aussi, comme on a dit, des structures sans nom, des structures avec des champs de bits, des structures à l'intérieur, vous avez des pointeurs, mais on peut avoir aussi des structures sans membres. Alors, regardez. Je peux définir ici une structure
S2, et vous voyez bien, une structure S2, point virgule, ça veut dire il n'y a rien. C'est une structure incomplète, mais qui peut servir dans beaucoup de cas. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement pour dire, ah oui, j'ai une structure que je vais utiliser. Ce n'est pas important ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais l'utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une autre structure qui s'appelle S1, qui utilise la structure S2. Et d'utiliser la structure S2, ce n'est pas obligatoire d'avoir le type, parce que je vais utiliser un pointeur. Ce n'est pas grave si cette structure-là n'est pas définie, parce que je vais utiliser un pointeur précédent et suivant. Et là, vous voyez que ici, si je n'avais pas fait cette déclaration, même incomplète, eh bien, le compilateur me dira, moi, je ne connais pas la structure S2. Et puis, moi, donc je peux la déclarer avant. Mais le problème, pourquoi j'ai fait cette déclaration incomplète, c'est que probablement que S2 elle-même peut utiliser S1. Et là, c'est ce qu'on appelle donc une récursivité croisée. C'est-à-dire, vous avez une structure qui utilise une autre structure, laquelle utilise la première structure. Donc, on est en une sorte de boucle. Alors, on peut résoudre cette boucle en faisant ceci. Évidemment, après, il faut définir ce que ça veut dire la structure S2. C'est ce qu'on peut faire. Donc là, vous avez une vue donc, de ce qu'on a présenté. Vous avez la structure S1, qui a deux champs, précédent et suivant. Donc là, je vais vous les présenter. Le premier champ et le deuxième champ. Alors, le premier champ, il pointe sur une structure que je n'ai pas définie. Et le deuxième pointe sur un champ que je n'ai pas encore défini. Alors, maintenant, si S2 est défini à travers S1, eh bien, je peux écrire des choses comme ceci. La structure SE, une chaîne de caractères par exemple, un champ, et puis il utilise la structure S1 comme un lien. Et là, vous voyez un petit peu la déclaration. J'avais la déclaration complète de S2, il faut la garder. La déclaration de S1 avec l'utilisation de S2, et puis la déclaration de S2 avec l'utilisation de S1. Donc j'ai croisé les choses, et tout est correct. Tout est correct, évidemment, du moment que j'ai des pointeurs et non une structure sans pointeur. Alors ça ressemblerait après à ceci. Donc vous avez ici la première structure. Vous avez la structure S1 qui fait référence par deux pointeurs à la structure S2. Et la structure S2, en fait, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Et un lien sur quoi? Sur quelque chose qui ressemble à la première. C'est une structure de type struct S1. Donc on peut imaginer des choses. Rien n'empêche que la flèche qui va ici aille dans aille sur cette cellule-là. Donc je peux avoir quelque chose de récursif et de croisé. Voilà. On a parlé donc des structures. Maintenant, on va parler un peu de quelque chose qui ressemble à ça. Ce sont les unions. Alors, les unions, ce sont des structures, mais seulement les champs ne sont pas séparés. Les unions sont généralement un certain nombre de champs. Donc, il y a les membres qui sont implantés à la même adresse. Pour simplifier, vous avez, si vous prenez par exemple un champ U, vous avez, une union U, vous avez deux champs, op et val. J'ai envie de manipuler des opérations sur des valeurs. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux déclarer une variable U. Ça va ressembler à quoi? Si c'était struct, ici, vous aurez op et val qui sont deux champs séparés. Maintenant, j'ai deux champs op et val, mais qui commencent à partir de la même adresse. Autrement dit, la valeur que je vais mettre à l'intérieur, c'est une valeur qui va commencer à la même adresse. Alors, comment est-ce que je vais accéder? Je vais savoir que c'est une opération ou c'est une valeur. Généralement, on utilise donc une structure avec partie variante. C'est-à-dire, on va ajouter ici un booléen pour dire est-ce que c'est une opération, est-ce que c'est une valeur. Is-op veut dire c'est true lorsque c'est une opération, is-op c'est false lorsque c'est une valeur. Alors, ça me donnerait donc une union, ça ressemble à ceci. Maintenant, comment est-ce qu'on peut accéder réellement au champ de cette union? Alors, évidemment, on doit utiliser donc le champ op-val et puis les champs op. Alors, on remarque ici que op-val, c'est une union anonyme. Ça n'a aucune importance, grosso modo, parce que c'est op et val qui sont les plus importants. Alors, c'est pour cela qu'on les définit généralement par masquage. On va les masquer par
une redéfinition par une redéfinition, par un macro. Alors, lorsque je définis un macro de cette façon, vous avez donc op, eval défini par ceci, eh bien, l'utilisation correcte de l'union serait la suivante. Eh bien, je vais utiliser la partie op ou la partie val si isOp est vrai ou fausse, respectivement. Alors, dans ce cas, isOp true, donc c'est une opération, false, c'est une valeur, et j'affecte la valeur plus et la valeur 2.5 dans chacun des cas. On va regarder un petit exercice pour illustrer tout ceci. Donc, nous aimerons donc faire la représentation d'un point dans le plan. Alors, je vous donne tout de suite, on a deux types de représentation. On peut faire une représentation par coordonnées polaires, donc on a les coordonnées ρ et θ, ou bien on peut faire une représentation par coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire en prenant l'abscisse de l'ordonnée, ou bien la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, si je vous donne comme ça, comment est-ce qu'on peut faire cette représentation? L'idée qui ressort, c'est que je peux faire une structure en utilisant les deux champs, réel et imaginaire, ou bien les deux champs ρ et θ. Voilà, ça nous donnerait quelque chose qui ressemble à ce qui va venir. Bon, évidemment, il faut définir un point particulier. On prendra un exemple, cet exemple-là, c'est-à-dire lorsque on prendra une représentation avec ρ égale pi sur 3 et θ égale à 2. Mais la représentation donc d'un point dans le plan, généralement, on peut la représenter sous cette forme-là. Donc vous avez la partie, la représentation cartésienne, partie réelle et partie imaginaire, ou bien la représentation donc polaire avec ρ et θ. Alors la première idée, comme je disais, c'est de représenter les deux structures. Vous avez la structure cartésienne et la structure polaire. Vous avez la structure cartésienne avec la partie réelle et la partie imaginaire, la structure polaire avec la partie ρ et θ. On peut voir que les deux structures, en fait, ne font qu'une seule représentation du même point. Donc on peut les ramener à une union. Donc l'union, c'est tout simplement la représentation cartésienne et la représentation polaire. Et je peux définir un point comme étant l'union de ces deux représentations avec la nature. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un boolien, mais la nature qui peut être soit cartésienne, soit polaire, pour dire est-ce que je suis dans ce cas-là ou bien dans ce cas-là. Voilà. Et pour définir un point, je peux utiliser la définition de tout à l'heure pour dire z.ρ égale, z.θ égale, pour définir un point particulier. Ainsi prend fin notre leçon. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.